Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Alexandre Dubé. Après avoir diminué au cours des derniers mois de 2023, l'inflation est repartie à la hausse aux États-Unis, une bataille qui est encore loin d'être gagnée. Et il y a plusieurs Américains qui se posent la question, à quand une diminution des taux d'intérêt? On en parle avec Stéphane Bureau. Salut Stéphane. Salut Alexandre. En fait, il n'y a pas que les Américains. C'est juste que ça a été annoncé avec un peu plus de conviction aux États-Unis, peut-être qu'au Canada. Quoiqu'en ce moment, la table semble avoir tourné. La Banque centrale au Canada dit oui, ça s'en vient, alors qu'aux États-Unis, on fait peut-être pas maintenant. Il faut se rappeler que dans les années 70, c'est une décennie lointaine pour beaucoup de ceux qui nous écoutent ou nous regardent, mais on avait vécu quelque chose d'assez semblable, c'est-à-dire une poussée inflationniste qu'on avait beaucoup associée au choc pétrolier, une façon pour les Américains et je dirais l'Occident de ne pas regarder non plus un peu dans leur cours ce qu'ils avaient fait. À l'époque, surprise, avec des déficits énormes, ça peut ressembler à ce que nous connaissons aujourd'hui. Alors on disait c'est le choc pétrolier qui était responsable de tout, mais on avait vécu quelque chose qui pourrait ressembler à ce qui nous guette, c'est-à-dire que resserrement des taux d'intérêt, des politiques pour mater l'inflation, on avait baissé la garde, abaissé rapidement les taux d'intérêt et l'inflation était repartie à la hausse. Or, depuis quelques semaines, tu le sais, on nous a beaucoup parlé de ou quelques mois, que les taux d'intérêt, la tendance était, disons-le, positive ou négative. En fait, on préfère une tendance négative à la baisse, mais positive dans la mesure où ça annonçait peut-être un redout pour les taux d'intérêt. Il faut voir qu'on est dans un contexte, et tu le sais, je ne veux pas faire un cours d'économique, ça serait plate, ennuyant, surtout à cette heure-ci de la journée, mais les taux d'intérêt, c'est un peu ce qui se passe aussi à terme dans notre poche. C'est le coût d'emprunt de la maison, de nos cartes de crédit, d'un paquet d'affaires. Ça a des incidences sur notre vie, sur notre qualité de vie. On vit dans un contexte depuis COVID où les choses sont un peu détraquées. On a dépensé tant et plus pour éviter le pire pendant la période de la COVID. Il y a eu les points d'étranglement qui étaient liés aux chaînes d'approvisionnement, le fait que ça coûtait cher d'exporter ou d'importer, dans notre cas, tout ce qui venait d'Asie. Le prix des conteneurs avait explosé, ce qui coûtait 2 ou 3 000 $ par conteneur était rendu à une époque à 20 000 $. Évidemment, ça a des effets dominos sur ce qu'on va payer quand on achète son lave-linge ou autre chose. Les affaires se sont à peu près replacées, mais c'était une grosse bouchée à digérer. Quoi qu'il arrive, même si on maîtrisait parfaitement l'inflation, tout ce qu'on achète coûte 20-30% plus cher qu'il y a quelques années. Donc, ce sentiment d'être moins riche, il est fondé. C'est pas une illusion d'optique non plus. Et nos gouvernements, je le disais, à COVID, ont beaucoup dépensé et depuis aussi ont adopté des budgets qui peuvent avoir l'air inflationnistes. Je ne dis pas qu'un gouvernement ne doit pas, par moment, investir dans des infrastructures, en recherche et développement, comme on le fait peut-être en intelligence artificielle, mais il y a aussi un paquet de dépenses qui peuvent avoir des impacts inflationnistes. Premier budget Biden, on parle de trilliards de dollars. Quand on donnait, par exemple, au nom de la transition verte et qu'on continue à donner de généreuses subventions aux consommateurs pour s'acheter des véhicules électriques, alors qu'on n'en produit pas assez pour répondre à la demande, tout ce qu'on fait, c'est de créer de l'inflation parce que tu donnes aux gens de l'argent pour aller chercher un véhicule électrique. Il n'y en a pas assez qui sont produits. Donc, le peu de véhicules qui sortent des lignes d'assemblage, il y a 12 clients qui disent « Hey, on va acheter ça. Nous, on a une subvention pour acheter. » Donc, ça crée de l'inflation. Le budget hier du gouvernement Trudeau, je ne dis pas qu'il est inflationniste, mais on dépense beaucoup dans un contexte où il y a une pression inflationniste. Et il faut voir que derrière tout ça, il y a aussi peut-être des intérêts électoraux qui sont à plus court terme, court-termisme, et ça aura un impact peut-être sur l'inflation. J'ai deux exemples, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais qui, quant à moi, sont extraordinairement révélateurs. Le darn pont de l'île aux Tourtes. J'ai commencé à m'y intéresser puis à en parler. Non, mais c'est hallucinant. On parle d'un pont sur le lac des Deux-Montagnes, plus ou moins 2 kilomètres. Au départ, en 2021-22, le gouvernement donnait 1,5 milliard, 1,4 milliard pour le construire. Puis on disait, waouh, c'est du gros argent. L'an dernier, c'était 2,3. On est rendu à 2,7. Puis on n'a pas commencé à le construire. Donc, ça, c'est 100% d'inflation sur les coûts de construction d'une infrastructure. Est-ce que c'est pas le pont qui relie Québec ou en fait l'autoroute à l'île d'Orléans qui a été annoncée hier ou confirmée hier? Là aussi, on est à 2,7 milliards. Il n'a pas commencé à être construit. On verra en cours de route combien de centaines de millions
milliards peut-être on va ajouter. C'est pour moi l'illustration ou les illustrations parfaites de ce qu'il y a quelque chose de totalement détraqué. Et ça se répercute à petite échelle, dirons-nous, dans les statistiques. Aux États-Unis, alors qu'on annonçait une inflation à la baisse, comme tu le disais au départ, on est à 3,5 au mois de mars dernier. C'est plus qu'au mois de février. Canada, même chose. C'est donc qu'il se passe quelque chose. Le prix du baril de pétrole, évidemment, beaucoup dopé en ce moment par les tensions au Proche-Orient, tensions géopolitiques. On est à 85-86 $. C'est plus que ce sur quoi on tablait. Puis les Américains sont un peu... ma foi, baisé, pardonne-moi l'expression, parce que le gouvernement Biden, dans les dernières années, a vidé la réserve stratégique justement pour créer une pression à la baisse sur les cours du pétrole. Aujourd'hui, il y a un problème, c'est qu'il faut remplir éventuellement cette réserve stratégique et donc, ils ne le feront pas, acheter du pétrole et donc ajouter aux pressions inflationnistes. Et le pétrole, ça a un impact sur tout. Ça a un impact évidemment à la pompe, mais ça a un impact sur ce qu'on mange, ce qu'on consomme, parce que les marchandises se déplacent pour l'essentiel dans des camions en Amérique du Nord, transport comme tu le dis. Alors, c'est évident que à court terme, le rêve d'une baisse radicale des taux d'intérêt combiné évidemment à l'inflation, j'y crois très, très peu. Et ça aura en cascade de plus en plus au Canada parce qu'on a des hypothèques négociées sur de plus courtes fenêtres qu'aux États-Unis où on peut emprunter sur 30 ans. T'en connais, je sais pas si c'était arrivé, si t'es propriétaire, mais des gens qui tranquillement voient l'échéance arriver, qu'il y a un an ou deux, se disent « Ah, c'est pas grave, entre-temps, les taux vont baisser. » Mais là, c'est les taux qui se resserrent sur ces gens qui vont avoir à renouveler à beaucoup plus cher. Et ça fait donc de la consommation en moins. On pourrait dire, bonne nouvelle, ça va baisser un peu la pression sur l'inflation si on consomme moins. Mais la vérité, c'est qu'on continue à consommer en ayant de moins en moins d'argent. C'est un mystère absolu. Oui, c'est un mystère absolu, mais politiquement, parce qu'on est en année électorale au niveau de la course à la Maison-Blanche aux États-Unis, le président Biden regarde ces chiffres-là, l'inflation qui repart à la hausse, les taux d'intérêt qui sont très élevés. Politiquement, là, ce scénario-là n'est pas payant pour lui. Il risque d'être beaucoup plus payant pour un gars comme Donald Trump en disant « Regardez, là, regardez de quoi ça a l'air l'économie sous Joe Biden. L'inflation repart à la hausse, puis les taux d'intérêt vous prennent à la gorge. » Intéressant ce que tu dis parce que dans le dernier gros sondage du New York Times ce week-end, quand on demandait aux Américains qu'ils soient des fans de M. Trump ou pas, quel est votre souvenir des années Trump? C'était relativement positif et particulièrement de la situation économique. Que ça soit fondé dans la réalité ou non, ça n'a pas d'importance. Aujourd'hui, quand les Américains font le bilan, ils disent c'était peut-être pas si mal. Alors que de fait, l'équipe Biden a pas être déshonoré, disons, en matière économique. La machine économique américaine roule à plein régime. On a créé des emplois, mais il y a cette impression, justement en raison des questions liées au pouvoir d'achat, de ce que la distribution de la richesse n'est pas égale et que l'inflation est persistante. Il y a cette impression que c'est moins bien qu'avant. Ça va jouer contre M. Biden, qui tablait très fort sur une baisse des taux d'intérêt et de l'inflation et qui, là, commence à bredouiller, oui, ça s'en vient, parce qu'en même temps, il ne peut pas donner l'impression qu'il fait de l'ingérence auprès de la Réserve fédérale. Or, on sait que ces gens-là se parlent et il se peut que M. Powell se soucie de sa relation avec la Maison-Blanche et à un moment donné soit tenté de dire « j'aurai quelque chose à faire ». Théoriquement, il ne devrait jamais répondre devant le politique, ne jamais se soucier du calendrier électoral. Mais ce qu'il a dit hier, parce que ça, c'est de l'actualité très récente, c'est qu'il ne fallait plus s'attendre à des baisses de taux d'intérêt à très court terme. Alors, au Canada, s'il y a un peu moins, puis on en a parlé rapidement la semaine dernière, s'il y a un peu moins de pression, c'est moins vrai depuis hier, parce qu'on a vu que l'inflation était légèrement à la hausse. Est-ce que la Banque du Canada pourrait décider, parce que la situation canadienne est différente et meilleure, de baisser les taux d'intérêt? Ça va être très difficile de le faire longtemps et de façon répétée si les Américains ne le font pas, parce que c'est le dollar canadien qui va trinquer. Déjà, il est très, très faible. Il est à peu près à 73 sous par rapport au dollar américain. S'il fallait que les taux canadiens baissent, c'est donc dire que les investisseurs vont acheter moins d'obligations, moins de dollars canadiens, parce que le rendement est moins bon. Alors, je pense pas qu'on ait tant de marge. Il faut se résigner peut-être à ce que les taux d'intérêt vont rester plus élevés qu'on le pense et plus longtemps qu'on le pense. Est-ce que dans ce contexte-là, Stéphane, le prix de l'or nous parle également? Est-ce que le prix de l'or te parle, toi, Alexandre? Le prix de l'or me parle toujours, Stéphane.
Surtout quand tu se présentes en bar. Est-ce que tu en as dans ton coffre-fort ou sous ton matelas des Dans le lingots? bunker, oui, oui, dans le La bunker. vérité, c'est que moi, j'en ai depuis 25 ans. Des lingots. Je me suis toujours dit, c'est mon petit côté prepper. T'amènes ça dans J'ai tes pas de valises à carabine à la Paris? maison. Non, c'est quelque part, je ne dirais pas où. Je me suis acheté mes petits lingots d'or et d'argent, me disant que, sait-on jamais, dans un monde détraqué, ça sera peut-être utile d'en avoir. Ça dit peut-être aussi quelque chose de ma confiance à l'endroit du dollar canadien. On s'entend, c'est pas des millions. C'est plus pour l'anecdote, ça me fait rigoler. Et je constatais que c'était pas un investissement qui croissait. Sinon que comme l'or s'achète en dollars américains, ben quand le dollar canadien va moins bien, tu dis c'est un petit hedge. Et l'or, en ce moment, c'est un peu ce vieux dicton qui dit que pendant des décennies, il se passe rien et soudainement, en quelques jours, il se passe l'équivalent de ce qu'on peut vivre pendant des décennies. L'or n'avait pas beaucoup bougé. On n'en parle pas beaucoup. C'est vrai de l'ensemble des commodités. Le cacao, on en a parlé. Alors, c'est pas de l'or du cacao, mais son cours est à la hausse, ça a explosé. Le zinc, le cuivre et l'or, valeur refuge traditionnelle. Ça veut dire que des investisseurs, des banques centrales, et c'est beaucoup des banques centrales, choisissent, plutôt que de prendre des dollars américains, d'avoir des réserves d'or un peu supérieures, parce que ça dit aussi quelque chose peut-être du manque de confiance à l'endroit des devises et du dollar américain en particulier, parce qu'on en a beaucoup imprimé, il y en a beaucoup en circulation. J'avais un invité au podcast, Raphaël Rossello, il y a 2 ou 3 semaines, qui disait, s'il fallait vraiment qu'on jauge le dollar américain à sa valeur réelle, ce sur quoi c'est adossé, on aurait une mauvaise surprise. C'est peut-être 5, 10% de sa valeur. C'est beaucoup d'argent imprimé. Et là, soudainement, ce qu'on voit, c'est que le cours de l'or a beaucoup augmenté. C'était moins de 2000 dollars il y a quelques semaines, c'était à 2400. Il y a plusieurs prévisionnistes dans les grandes institutions financières qui disent 3000 cette année, c'est pas farfelu. Alors, est-ce que je regarde le cours de l'or? La réponse courte, c'est oui, puisque je t'en parle, mais je crois qu'il commence à nous dire quelque chose. L'argent, 28,50 l'once, c'est pas des sommets historiques, mais c'est des sommets sur les 5 dernières années. Il se passe quelque chose. Est-ce que c'est une crise de confiance? Est-ce que c'est justement parce que ces pressions inflationnistes vont durer? Les métaux, apparemment, ne mentent peut-être pas. Il y a les feuilles de thé, quand on veut savoir l'avenir. Tu regardes dans sa tasse les feuilles de thé pour lire l'avenir. Et puis, il y a le cours des métaux précieux. Et du cacao. Oui, c'est ça. Je vais choisir sur lequel je vais davantage me baser. Mais quand on regarde le contexte actuel, Stéphane, est-ce que les prix affichés reflètent réellement la réalité? On voit de plus en plus de tarification dynamique dans plusieurs secteurs de la société. Est-ce que ça te parle, toi, la tarification dynamique? Est-ce que tu... Dans certains cas, parce que dans certains cas, là, ça n'a aucun sens. C'est complètement ridicule. L'exemple qui me vient en tête, c'est Uber, là. Uber c'est lui qui a pratiquement ramené ça à inventé la formule. Ben oui, mais tu sais, à des heures de très grand achalandage, ou je sais pas, moi, le 24 décembre, le 31 décembre, ou tu sais, les soirs de festivités à des heures bien précises, le prix était beaucoup plus élevé là, pour une course. Alors, puisqu'on parle d'inflation, c'est, disons, inflation adjacente. Mais ça m'intéresse parce que je ne sais pas si les mesures que nous avons de l'inflation tiennent compte d'un paquet de facteurs qui, dans les dernières années, ont changé la donne substantiellement. La tarification dynamique est un bon exemple. Uber a probablement créé la recette. Si tu as le malheur d'avoir envie de prendre un taxi à l'heure où les gens en prennent, genre entre 5 et 7, c'est soudainement le double. C'est pas moins cher, plutôt, c'est le double. Alors, la tarification dynamique, j'en suis, si on me dit, si tu partais à 4h15, on t'offrirait une réduction de 50%. Non, ça sera le tarif normal. Et exactement, le plancher, lui, il reste avec les vaches, au plancher des vaches. Mais quand c'est le temps de te rattraper dans le virage, ça vient coûter beaucoup plus cher. Wendy's, alors ça a passé sous les écrans radars pendant un certain temps, s'est dit, pourquoi nous n'aurions pas, nous aussi, une tarification dynamique des heures? Wendy's, les burgers? Ceux-là même. Hein? Et c'est en train de... Oui, aux États-Unis, au départ, l'annonce a été faite dans un appel trimestriel avec les analystes qui suivent l'action de Wendy's. Puis là, le président, ou je sais pas, le CFO dit « Ouais, je pense qu'on va instaurer, nous aussi, une politique de tarification dynamique
pour faire en sorte qu'à certains moments clés, peut-être, on puisse mieux faire sonner l'argent dans le tiroir caisse. Ils se sont rendus compte que c'est un problème de communication, puis après ça, ils ont dit non, ce qu'on voulait dire, c'est que si vous venez à des heures où c'est moins fréquenté, vous aurez de meilleurs tarifs. La vérité, c'est que ils essayaient de voir s'ils pouvaient tirer un peu sur l'élastique. Alors, la tarification dynamique, je ne le dirais pas, j'allais dire les effing frais. Oui. Les frais qui sont... as-tu été récemment dans un club vacances ou à l'hôtel? Oui. L'hôtel aux États-Unis, dans une grande ville, où tu as des resort fees. Oui, des frais de Je resort. cherche le resort. Je cherche même d'ailleurs la personne qui fait ma chambre le matin. Il y a 0 resort et la vérité, c'est que tu paies au-delà du prix affiché, 50, 75, 100 $ de plus par jour. Si tu es à la plage, on va t'expliquer que c'est pour tes serviettes, pour ci, pour ça. Les compagnies aériennes ont mis au point cette formule il y a longtemps en nous disant votre billet vous coûtera pas cher. Mais si vous avez un sac à main, on va le peser, puis ça, c'est 200 $ du kilo. Puis là, soudainement, ton billet à 75 cents te coûte 2000 $ parce que tu avais un sac à main. Zut, j'aurais dû y penser. Et mais le moi, sac à main, en on va sorte te que faire pour payer. Ben oui, mais moi, ça fait en sorte que pour les petits séjours, moi, je voyage vraiment très, très, très léger. Là. On est allé passer, à un moment donné, peut-être 5-6 jours à Miami. Là. On voyageait carry-on, puis au minimum. Là. C'est comme ça aussi que je voyage. Ouais. Mais tout ça, c'est une nouvelle façon de voir les prix. Les épiceries se sont mises pour beaucoup, en tout cas aux États-Unis, j'ai beaucoup vécu aux États-Unis, c'est vrai, ça se fait de plus en plus, je pense, au Canada, à Montréal, dans les grandes villes. Les épiceries ont des affichages numériques qui permettent en temps réel presque de changer le prix sur les aliments, sur les items qui te sont vendus, un peu comme à la station-service. Tu sais, tu passes le matin faire le plein, c'est 69 sous, tu reviens le soir, tu dis « Hey, heureusement que je suis allé, c'est rendu 79 ». Je dis 69. En quelle décennie tu faisais le plein à 69? Bon, c'est parce que je calculais en euros. Ah! Voilà, c'est ça qui arrive. Je comprends. Mais même chose à l'épicerie. Tu te retrouves dans une situation où tu arrives, puis entre le moment où tu es passé devant les brocolis, puis tu reviens, le prix a changé parce qu'on va t'expliquer le cours du brocoli dans le pays producteur vient d'augmenter. Alors, immédiatement, les brocolis qui étaient dans le bac, eux aussi viennent d'augmenter. Puis tu fais, donc, une adaptation en temps réel au marché. J'en suis convaincu, c'est une adaptation qui n'est jamais favorable aux consommateurs. Et quand on calcule donc ce que nous coûte notre panier d'épicerie, ce que nous coûtent nos vies, qu'on nous dit l'inflation est sous contrôle ou en réduction, je dis il y a des chiffres officiels. Je pense qu'il y a beaucoup de manipulation. Je ne suis pas du tout là-dessus complotiste. Pas besoin de l'aide pour constater qu'on est relativement moins riche qu'on l'a déjà été. Et toutes ces nouvelles méthodes, je ne sais pas comment elles sont intégrées dans les calculs d'inflation. Par exemple, les frais. La chambre d'hôtel, est-ce qu'elle a augmenté si son prix ne bouge pas? Mais si à côté, tu dis les frais de séjour, les frais de ci, les frais de ça, eux augmentent. Est-ce que c'est la chambre d'hôtel? Est-ce que c'est le total qui est calculé? Les prix qui, en temps réel, oscillent à l'épicerie. Est-ce qu'on est capable de mesurer ce qu'ont vraiment payé les gens? C'est un prix moyen et qui fait ce prix moyen? Alors, pour toutes ces raisons, je crois que quand on nous parle d'une inflation qui est sous contrôle, à la baisse ou légèrement à la hausse, je suis pas certain que nous ayons une image en tout définie et parfaite. La seule certitude que j'ai, c'est qu'on n'est pas tout à fait sorti de l'auberge et que le prix de la nuitée dans la dite auberge, lui, est à la hausse. Alors, on n'est pas sorti de l'auberge, puis ça va nous coûter plus cher. Merci Stéphane, je te laisse aller astiquer tes lingots d'or. Astiquer mes lingots d'or et faire le plein en euros du réservoir de mon auto inexistante. Voilà, c'est ça. Salut, parce que Stéphane. si tu es brillant à Paris, tu n'as pas d'auto. Oui, non, t'en veux pas, c'est clair. Salut. Ciao.